en ce moment même, alors que vous êtes assis là, en train de regarder cet écran, vous êtes en mouvement. Pas un mouvement lent, pas un mouvement tranquille. Non. Vous tournez sur vous-même à la surface de la Terre, à une vitesse de 1600 km par heure. La Terre elle-même fonce autour du Soleil à 107 000 km par heure. Le Soleil, notre étoile, cette boule de feu gigantesque, se déplace à travers la Voie lactée à 828 000 km par heure. Et la Voie lactée tout entière, avec ses 400 milliards d'étoiles, tombe vers quelque chose qu'on appelle le grand attracteur, à 2 millions de kilomètres par heure. Vous n'êtes jamais immobile. Vous ne l'avez jamais été. Pas une seule seconde de votre vie. Et pourtant, vous ne sentez rien, absolument rien. Vous êtes assis là, tranquille, persuadé que le monde est stable, que le sol sous vos pieds est solide, que tout est calme. Mais la vérité est que vous êtes un passager sur un vaisseau cosmique en mouvement perpétuel, fonçant à travers un vide si immense que même la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met des milliards d'années à le traverser. Et si je vous disais que l'univers observable n'est pas l'univers tout entier, que ce que nous pouvons voir, mesurer, détecter avec nos télescopes les plus puissants ne représente peut-être qu'une fraction infinitésimale de ce qui existe réellement, que l'univers pourrait être infiniment plus grand que tout ce que nous avons jamais imaginé. Et si je vous disais qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunies? Pas un peu plus, 10 fois plus, 100 fois plus. Des chiffres si grands qu'ils cessent d'avoir un sens pour notre cerveau. Et si je vous disais que 99,999999% de toute la matière, y compris votre propre corps, est constitué de vide, de rien, d'espace vide entre des particules infiniment petites, que vous êtes, littéralement, fait de presque rien du tout. Et si je vous disais que la lumière provenant de certaines galaxies a voyagé vers nous pendant 13,4 milliards d'années et vient tout juste d'arriver, que cette lumière a commencé son voyage quand l'univers était un bébé, quand les étoiles et les galaxies n'existaient même pas encore sous leur forme actuelle. Et si je vous disais que l'univers est en expansion, que cette expansion s'accélère et que nous n'avons absolument aucune idée de pourquoi, que 68% de tout ce qui existe est constitué d'une énergie mystérieuse que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni mesurer directement, et que nous ne comprenons tout simplement pas. Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, nous allons entreprendre le voyage le plus extraordinaire qui soit. Nous allons partir de la chose la plus petite qui existe dans l'univers et nous allons zoomer vers l'extérieur, encore et encore et encore, jusqu'à ce que votre cerveau ne puisse littéralement plus traiter ce qu'il perçoit. Nous allons tout couvrir, les atomes, les molécules, les cellules et les êtres humains, la Terre, le Soleil, les planètes, les étoiles, les trous noirs, les galaxies, les amas de galaxies, la toile cosmique et au-delà. Et je vous promets quelque chose. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'univers, ni vous-même, de la même manière. Certaines choses, une fois vues, ne peuvent pas être dévues. Certaines perspectives, une fois adoptées, changent tout pour toujours. Avant de plonger dans ce voyage cosmique, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire maintenant, tout de suite. À votre avis, quelle est la taille
de l'univers. Sérieusement, donnez-moi votre estimation. Et si cette vidéo vous fait perdre la tête, ne serait-ce qu'une seule fois, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici, parce que sur cette chaîne, nous allons profond. Très profond. Bien, commençons. Tout commence par le plus petit, le plus infiniment petit. Il existe une longueur en dessous de laquelle les concepts mêmes de distance et d'espace cessent d'avoir un sens. Cette longueur s'appelle la longueur de Planck. Elle mesure 1,6 x 10 puissance moins 35 mètres. C'est un nombre si ridiculement petit qu'aucune analogie ne peut véritablement lui rendre justice. Mais essayons quand même. Imaginez un atome. Un seul atome, déjà incroyablement petit. Si petit qu'il est invisible à l'œil nu, invisible au microscope optique. Il faut des microscopes à effet tunnel pour commencer à percevoir des atomes individuels. Maintenant, imaginez que cet atome unique soit gonflé jusqu'à atteindre la taille de l'univers observable tout entier, aux 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Dans cet atome, devenu aussi grand que l'univers observable, une longueur de Planck serait à peu près la taille d'un arbre. C'est l'écart vertigineux entre un atome et la longueur de Planck. La longueur de Planck est au atome ce que l'atome est à l'univers observable. Et voici ce qui est vraiment fascinant. En dessous de cette échelle, la physique telle que nous la connaissons s'effondre. Les équations de la relativité générale et de la mécanique quantique ne fonctionnent plus. L'espace-temps lui-même pourrait être granulaire, quantifié, comme les pixels d'un écran d'ordinateur. C'est une idée qui a poussé certains physiciens à se poser une question vertigineuse. Et si l'univers était une simulation? Et si la longueur de Planck était, en quelque sorte, la résolution minimale de la réalité, le pixel fondamental du cosmos? Juste au-dessus de cette échelle impossible, nous trouvons les quarks, les briques fondamentales de la matière. Il en existe 6 types, mais les 2 plus importants pour la matière ordinaire sont le quark-up et le quark-down. 3 quarks se combinent pour former un proton ou un neutron. 2 quarks up et un quark down font un proton. 2 quarks down et un quark up font un neutron. Ces quarks sont liés ensemble par la force nucléaire forte, la plus puissante des 4 forces fondamentales de l'univers. Et voici quelque chose de profondément étrange. Vous ne pouvez jamais isoler un quark individuel. Jamais. Si vous essayez de tirer un quark hors d'un proton, l'énergie que vous dépensez pour l'arracher crée de nouveaux quarks. L'univers refuse littéralement que vous sépariez ces particules. C'est comme essayer de couper un aimant en 2 pour obtenir un pôle nord seul. Vous obtenez simplement 2 aimants plus petits, chacun avec ses 2 pôles. Le confinement des quarks est l'un des phénomènes les plus bizarres de la physique des particules. Et voici un fait qui devrait vous arrêter net. 99% de votre masse ne provient pas des particules elles-mêmes. Les quarks sont incroyablement légers, presque insignifiants en termes de masse. Non, 99% de votre masse provient de l'énergie de la force nucléaire forte, l'énergie de liaison entre les quarks. Par la célèbre équation d'Einstein, E égale mc², cette énergie EST de la masse. Vous n'êtes pas fait de matière. Vous êtes fait d'énergie qui se comporte comme de la matière. Votre existence même est un tour de force de la physique fondamentale. Montons d'un cran, l'atome. Ce mot vient du grec « atomos », qui signifie « indivisible ». Les anciens Grecs pensaient
que l'atome était la plus petite unité possible de matière. Ils avaient tort, bien sûr. Nous savons maintenant que l'atome est constitué d'un noyau lui-même fait de protons et de neutrons, entouré d'un nuage d'électrons. Mais ce qui est absolument stupéfiant, c'est la quantité de vide à l'intérieur d'un atome. Si le noyau d'un atome d'hydrogène était une bille posée au centre d'un stade de football, l'électron serait un grain de sable quelque part dans le parking. Et entre les deux, rien, absolument rien, du vide pur, de l'espace vide, et c'est vrai pour chaque atome. Et chaque atome qui constitue chaque chose que vous avez jamais vue, touchée, goûtée ou sentie. Vous, moi, cette table, cette montagne, cet océan, cette étoile. Nous sommes tous constitués à 99,999999% de vide. Si vous pouviez retirer tout l'espace vide de tous les atomes qui composent les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, toute la matière restante tiendrait dans un morceau de sucre. 8 milliards de personnes, toute l'humanité, dans un cube d'1 centimètre de côté. Alors pourquoi ne tombons-nous pas à travers le sol si nous sommes faits de presque rien? La réponse est la force électromagnétique et un principe de mécanique quantique appelé le principe d'exclusion de Pauli. Les nuages d'électrons de vos atomes repoussent les nuages d'électrons des atomes du sol. Et vous ne touchez jamais vraiment rien. Vos pieds ne touchent pas réellement le sol. Vos doigts ne touchent pas réellement l'écran. Ce que vous percevez comme le toucher est la répulsion électromagnétique entre des nuages d'électrons. Vous flottez, en permanence, au-dessus de tout ce que vous croyez toucher. Les atomes se combinent pour former des molécules. Et c'est là que la complexité explose. Prenez l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, la molécule qui encode les instructions pour construire et faire fonctionner chaque être vivant sur Terre. Chaque cellule de votre corps contient environ 3 milliards de paires de bases d'ADN. Si vous dérouliez l'ADN d'une seule cellule, il mesurerait environ 2 mètres de long. 2 mètres. Comprimé dans un noyau cellulaire de 6 micromètres de diamètre. C'est comme prendre 40 km de fil très fin et le comprimer dans une balle de tennis. Et maintenant, considérez ceci. Votre corps contient environ 37 000 milliards de cellules. Si vous dérouliez tout l'ADN de toutes les cellules de votre corps et que vous le mettiez bout à bout, il s'étendrait sur environ 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Aller-retour, plusieurs fois. Tout cela est en vous. En ce moment même, chaque cellule de votre corps est une ville en soi, plus complexe que n'importe quelle métropole construite par l'humanité. Des usines de protéines, des systèmes de transport, des centrales énergétiques, des systèmes de communication, des mécanismes de réparation, des systèmes de défense. Et il y en a 37 000 milliards en vous, fonctionnant simultanément. Sans que vous ayez à y penser une seule seconde. Et voici un autre fait vertigineux. Il y a plus de bactéries dans votre intestin que d'étoiles dans la Voie lactée. Vous n'êtes pas un individu. Vous êtes un écosystème. Nous avons exploré l'incroyablement petit. Vous êtes déjà fait d'une complexité qui dépasse l'entendement. Mais maintenant, zoomons vers l'extérieur. Quittons le monde microscopique. Voyons où vous existez dans le grand schéma des choses. Et c'est ici que les choses commencent à devenir véritablement folles. Vous mesurez environ 1,70 m, c'est votre échelle. C'est votre cadre de référence. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez jamais expérimenté, se situe à une échelle que votre cerveau
peut plus ou moins appréhender. Les maisons, les rues, les villes, les montagnes, vous pouvez visualiser ces choses, vous pouvez les conceptualiser, mais la Terre elle-même commence déjà à dépasser notre capacité d'appréhension intuitive. La montagne la plus haute, l'Everest, culmine à 8849 mètres. Le point le plus profond de l'océan, la fosse des Mariannes, descend à environ 11 000 mètres sous la surface. L'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas de notre planète est d'environ 20 km. Cela semble immense. Mais si la Terre était un ballon de basket-ball, l'Everest serait une bosse si minuscule que vous ne pourriez pas la sentir en passant votre doigt dessus. Notre planète est remarquablement lisse. Et l'atmosphère, cette fine couche de gaz qui nous permet de respirer, de vivre, d'exister. Si la Terre était une pomme, l'atmosphère serait plus fine que la peau de cette pomme. 99% de l'atmosphère se trouve dans les 30 premiers kilomètres au-dessus de la surface. 30 kilomètres, c'est la distance qu'une voiture parcourt en 20 minutes sur l'autoroute. Et au-delà de cette fine pellicule de gaz, le vide, le froid, le silence absolu de l'espace, tout ce que l'humanité a jamais connu, chaque guerre, chaque histoire d'amour, chaque empire, chaque œuvre d'art, chaque rêve, chaque larme, chaque rire, tout cela s'est produit dans cette couche impossiblement fine de gaz accrochée à un rocher en rotation. La Terre a un diamètre de 12 742 km. Sa masse est de 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Elle a 4,54 milliards d'années. Elle tourne sur elle-même à 1600 km par heure à l'équateur et elle fonce autour du Soleil à 107 000 km par heure. Notre planète se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de notre système solaire, la zone Goldilocks, la zone boucle d'or. Ni trop près du Soleil, où l'eau s'évaporerait comme sur Vénus, ni trop loin, où l'eau gèlerait comme sur Mars. Juste à la bonne distance pour que l'eau liquide existe à la surface. Et l'eau liquide, autant que nous le sachions, est l'ingrédient essentiel de la vie. Mais la Terre possède un autre avantage crucial, un bouclier invisible. Le champ magnétique terrestre, généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau externe de notre planète, crée une magnétosphère qui dévie le vent solaire et ce flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Sans ce bouclier, le vent solaire aurait lentement arraché notre atmosphère, exactement comme cela s'est produit sur Mars. Mars avait autrefois un champ magnétique. Elle l'a perdu, et avec lui, elle a perdu son atmosphère épaisse, ses océans, et probablement toute chance d'abriter la vie en surface. La Terre est protégée. Mars ne l'est plus. Parlons des autres planètes rocheuses. Mercure, la plus proche du Soleil, est un monde de contrastes extrêmes. En plein Soleil, sa surface atteint 430 degrés Celsius. Dans l'ombre, elle plonge à moins 180 degrés. Et pourtant, dans les cratères de ses pôles, là où la lumière du Soleil ne pénètre jamais, il y a de la glace, de la vraie glace d'eau. Sur la planète la plus proche du Soleil, Vénus est l'enfer. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale. La surface de Vénus est à 471 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre le plomb. Son atmosphère est 90 fois plus dense que celle de la Terre. Il pleut de l'acide sulfurique, mais la pluie ne touche jamais le sol, elle s'évapore avant. La pression à la surface est écrasante.
Chaque sonde que nous y avons envoyée a été détruite en quelques minutes. Et pourtant, Vénus a à peu près la même taille que la Terre. Elle est parfois appelée notre sœur jumelle. Mais c'est une jumelle qui a pris un chemin radicalement différent. Un effet de serre incontrôlable a transformé ce qui aurait pu être un monde tempéré en un cauchemar brûlant. C'est un avertissement cosmique sur ce qui peut arriver quand l'atmosphère d'une planète s'emballe. Mars, avec notre voisine rouge, est un monde de mystère. Des preuves géologiques montrent qu'elle a eu des océans, des rivières, peut-être même des pluies. Elle a eu une atmosphère plus épaisse. Mais quand elle a perdu son champ magnétique, il y a environ 4 milliards d'années, le vent solaire a commencé à arracher son atmosphère, molécule par molécule. Aujourd'hui, l'atmosphère de Mars est si fine que l'eau liquide ne peut pas exister à sa surface. Elle s'évapore ou gèle instantanément. Mars est un cadavre planétaire, le fantôme d'un monde qui aurait pu être. La Lune, notre compagne cosmique, elle est née dans la violence. Il y a environ 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars, que les scientifiques appellent Theia, est entré en collision avec la Terre primitive. Donc l'impact a été si cataclysmique qu'il a arraché un morceau énorme de la Terre, envoyant des débris en fusion en orbite. Ces débris se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. C'est l'hypothèse de l'impact géant, et elle est soutenue par de nombreuses preuves, notamment la similitude de composition entre les roches lunaires et le manteau terrestre. La Lune s'éloigne lentement de nous, de 3,8 cm par an. Ce n'est pas beaucoup, mais au fil de milliards d'années, cela s'accumule. Quand la Lune s'est formée, elle était beaucoup plus proche et les jours sur Terre ne duraient que 6 heures. La Lune est verrouillée par les marées, ce qui signifie qu'elle tourne sur elle-même exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. C'est pourquoi nous ne voyons toujours que la même face. La face cachée de la Lune n'a été vue par des yeux humains qu'en 1968, lorsque les astronautes d'Apollo 8 l'ont survolée. Mais le rôle le plus crucial de la Lune est peut-être celui qu'elle joue dans la stabilisation de l'inclinaison axiale de la Terre. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait de manière chaotique, passant d'un angle quasi nul à des inclinaisons extrêmes. Les saisons seraient imprévisibles, catastrophiques. Le climat serait si instable que la vie complexe n'aurait probablement jamais pu évoluer. La Lune est peut-être littéralement la raison pour laquelle nous existons. En 1990, la sonde Voyager 1, après avoir traversé le système solaire et atteint une distance de 6 milliards de kilomètres de la Terre, s'est retournée une dernière fois pour prendre une photo de notre planète. Sur cette photo, et la Terre apparaît comme un minuscule point bleu pâle, un pixel à peine visible, suspendu dans un rayon de lumière dispersé. Carl Sagan, le grand astronome et communicateur scientifique, a contemplé cette image et a écrit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Dessus, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, chaque être humain qui ait jamais vécu, a vécu sa vie. L'ensemble de nos joies et de nos souffrances, les milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques, sûres d'elles-mêmes, chaque chasseur et chaque cueilleur, chaque héros et chaque lâche, chaque créateur et chaque destructeur de civilisation,
chaque roi et chaque paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et chaque père, chaque enfant plein d'espoir, chaque inventeur et chaque explorateur, chaque enseignant de morale, chaque politicien corrompu, chaque superstar, chaque dirigeant suprême, chaque saint et chaque pécheur dans l'histoire de notre espèce a vécu là, sur un grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. Ces mots sont d'une beauté déchirante parce qu'ils sont vrais. Chaque drame humain, chaque triomphe, chaque tragédie, tout s'est déroulé sur ce pixel. Notre insignifiance est vertigineuse. Et pourtant, notre capacité à le comprendre est extraordinaire. Nous n'avons même pas encore quitté notre propre planète dans ce voyage, et déjà, l'échelle est insensée. Si cela vous fait déjà tourner la tête, attendez que nous atteignions les étoiles. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous êtes toujours avec moi. Et dites-moi dans les commentaires. Est-ce que savoir à quel point la Terre est petite vous fait peur ou vous émerveille? Continuons. Le Soleil, notre étoile, le centre de notre système solaire, l'objet le plus dominant de notre voisinage cosmique. 1 300 000 terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Son diamètre est de 1 392 000 kilomètres. La température à sa surface est de 5 500 degrés Celsius. À son cœur, elle atteint 15 millions de degrés. Chaque seconde, le Soleil convertit 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Chaque seconde. Et dans ce processus, il perd 4 millions de tonnes de masse, transformée en énergie pure selon la relation E égale mc² d'Einstein. Et la puissance totale émise par le Soleil est de 3,8 fois 10 puissance 26 watts. Pour mettre cela en perspective, c'est plus d'énergie en une seule seconde que toute l'humanité n'en a utilisé dans toute son histoire. Et la lumière de cette énergie met 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. 8 minutes 20. Si le Soleil disparaissait soudainement à cet instant précis, nous ne le saurions pas pendant 8 minutes et 20 secondes. Nous verrions encore la lumière du Soleil. Nous sentirions encore la chaleur. Pendant 8 minutes et 20 secondes, tout semblerait parfaitement normal. Et puis, l'obscurité arriverait. Et nous serions éjectés de notre orbite, dérivant dans l'espace interstellaire pour l'éternité. Le système solaire intérieur comprend les 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, où la Terre et Mars séparés du système solaire extérieur par la ceinture d'astéroïdes. Et ici, permettez-moi de détruire un mythe populaire. La ceinture d'astéroïdes n'est pas du tout comme dans les films. Ce n'est pas un champ dense de rochers où vous devez slalomer entre les obstacles. La réalité est que la ceinture d'astéroïdes est incroyablement vide. Si vous vous teniez sur un astéroïde et que vous regardiez autour de vous, le prochain astéroïde serait probablement si loin que vous ne pourriez même pas le voir. Les sondes spatiales traversent régulièrement la ceinture d'astéroïdes sans jamais passer près d'un seul astéroïde. L'espace est vaste, même dans les endroits que nous considérons comme encombrés. Pour comprendre l'échelle du système solaire, faisons un exercice de pensée. Si le Soleil était un ballon de basketball, chez la Terre serait la taille d'un grain de poivre et elle se trouverait à 26 mètres du ballon. Jupiter serait une petite bille à 135 mètres. Neptune serait un petit pois à 800 mètres. Et Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, serait un autre ballon de basketball à environ 6500 km. 6500 km
pour atteindre la prochaine étoile, même dans un modèle où le Soleil n'est qu'un ballon de basket-ball. L'espace entre les étoiles est stupéfiant. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est un monde qui défie l'imagination. 1321 terres pourraient tenir à l'intérieur de Jupiter. La grande tache rouge, cette tempête iconique, est plus grande que la Terre entière. Et elle fait rage depuis au moins 400 ans, probablement beaucoup plus. Jupiter possède 95 lunes connues. Parmi elles, Europe, recouverte d'une croûte de glace sous laquelle se trouve un océan d'eau liquide. Un océan qui pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres combinés. Et où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Europe est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour chercher la vie extraterrestre. Jupiter joue aussi un rôle cosmique crucial. Par sa masse énorme, elle agit comme un aspirateur gravitationnel, déviant ou capturant de nombreux astéroïdes et comètes qui pourraient autrement frapper la Terre. Jupiter est notre protectrice silencieuse, et nous ne le savons que depuis quelques décennies. Saturne, la planète aux anneaux, est sans doute la plus belle du système solaire. Et ses anneaux sont spectaculaires, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres. Mais voici ce qui est extraordinaire. Ils sont incroyablement fins. Si Saturne avait la taille d'un terrain de football, ses anneaux seraient plus fins qu'une lame de rasoir, quelques dizaines de mètres d'épaisseur au maximum pour un diamètre de centaines de milliers de kilomètres. Et Saturne est moins dense que l'eau. Si vous pouviez trouver une baignoire assez grande, Saturne flotterait. Titan, la plus grande lune de Saturne, est plus grande que Mercure et possède une atmosphère plus épaisse que celle de la Terre. Sur Titan, il pleut du méthane liquide. Il y a des lacs et des rivières de méthane et d'éthane. Un cycle hydrologique complet, comme sur Terre, mais avec des hydrocarbures au lieu de l'eau. Et c'est un monde extraterrestre qui ressemble étrangement au nôtre, mais avec une chimie complètement différente. Uranus est inclinée à 98 degrés. Elle roule littéralement autour du Soleil comme une balle. Quelque chose de cataclysmique a dû se produire dans son passé lointain, probablement une collision avec un objet de la taille de la Terre pour la faire basculer sur le côté. Neptune possède les vents les plus rapides du système solaire, atteignant 2100 km/h. Des vents si violents qu'ils défient notre compréhension, puisque Neptune reçoit très peu d'énergie du Soleil pour alimenter de tels phénomènes météorologiques. L'énergie doit venir de l'intérieur de la planète elle-même et nous ne comprenons pas entièrement comment. Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, un anneau de corps glacé qui s'étend de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Pluton, reclassifié comme planète naine en 2006, en fait partie. Et encore plus loin, bien plus loin, se trouve le nuage d'Oort. Ce nuage hypothétique, déduit des orbites des comètes à longue période, est une coquille sphérique d'objets glacés qui enveloppe tout le système solaire. Il s'étend de 2000 unités astronomiques à peut-être 100 000 unités astronomiques du Soleil. Pour vous donner une idée, une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Le bord extérieur du nuage d'Oort se trouve donc à 100 000 fois cette distance. La lumière met presque 2 ans pour atteindre le bord extérieur du nuage d'Oort. 2 ans, à la vitesse de la lumière. Et pourtant, où l'étoile la plus proche est encore plus loin. Voyager 1, lancée en 1977, la sonde spatiale la plus éloignée jamais créée par l'humanité,
voyage à 60 et 1 000 km par heure. Elle ne traversera pas le nuage d'Oort avant 300 ans, et elle n'atteindra le voisinage de l'étoile la plus proche que dans environ 70 000 ans. La vitesse de la lumière, 299 792 458 mètres par seconde. Rien dans l'univers ne peut voyager plus vite. C'est la limite cosmique absolue, inscrite dans le tissu même de la réalité par la relativité restreinte d'Einstein. La lumière peut faire le tour de la Terre 7,5 fois en une seule seconde. C'est rapide, incroyablement rapide. Mais même à cette vitesse vertigineuse, il faut 4 ans et 3 mois pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche. 4 ans et 3 mois pour le voisin d'à côté. L'espace est si incompréhensiblement vaste que même la chose la plus rapide de l'univers est pathétiquement lente quand on la compare aux distances interstellaires. La lumière met 26 000 ans pour voyager de la Terre au centre de la Voie lactée. 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. 2,5 millions d'années pour atteindre Andromède, la galaxie majeure la plus proche, et 46,5 milliards d'années pour atteindre le bord de l'univers observable. Si la lumière est un escargot cosmique à ces échelles, alors nous, avec nos fusées et nos sondes, sommes des êtres absolument immobiles. Nous avons couvert l'ensemble de notre système solaire. Et dans le grand schéma des choses, il n'est qu'une poussière. Le Soleil est une étoile parmi des centaines de milliards dans notre galaxie seule. Zoomons encore. Allons à la rencontre des étoiles. Une étoile est une sphère de plasma maintenue en équilibre par deux forces opposées. La gravité, qui tente de la comprimer, de l'écraser sur elle-même, et la pression de radiation, générée par les réactions de fusion nucléaire dans son cœur, qui pousse vers l'extérieur. Tant que ces deux forces sont en équilibre, l'étoile brille. Quand le combustible nucléaire s'épuise et que la fusion ralentit, la gravité gagne. Et les choses deviennent très intéressantes. Les étoiles sont classifiées selon leur température et leur luminosité dans un système spectral O, B, A, F, G, K, M, des plus chaudes et lumineuses aux plus froides et faibles. Et notre Soleil est une étoile de type G, une naine jaune, parfaitement moyenne, ni particulièrement grande, ni particulièrement petite, ni particulièrement chaude, ni particulièrement froide. Une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards. Et c'est une pensée à la fois humiliante et réconfortante. 70% de toutes les étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges. Des étoiles de type Monsieur Petite, faibles, froides, avec une luminosité à peine perceptible. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, est une naine rouge. Vous ne pouvez pas la voir à l'œil nu depuis la Terre, malgré sa proximité relative. Mais voici ce qui est fascinant à propos des naines rouges. Elles vivent incroyablement longtemps. Alors que notre Soleil brûlera pendant environ 10 milliards d'années au total, une naine rouge typique peut brûler pendant des milliers de milliards d'années. Des milliers de milliards. Bien après que notre Soleil se sera éteint, bien après que les plus grandes et les plus brillantes étoiles auront explosé en supernova, les naines rouges continueront de briller paisiblement. Elles seront les dernières étoiles de l'univers. Les dernières lueurs de lumière dans un cosmos qui sombre lentement dans l'obscurité éternelle. La question
De savoir si les naines rouges peuvent abriter des planètes habitables est l'une des grandes interrogations de l'astronomie contemporaine. Le problème principal est le verrouillage par les marées, parce que la zone habitable d'une naine rouge est très proche de l'étoile. Les planètes qui s'y trouvent sont probablement verrouillées, présentant toujours la même face à leur étoile. Un côté en perpétuel jour brûlant, l'autre en nuit éternelle et glaciale. Pas idéal pour la vie telle que nous la connaissons, mais peut-être pas impossible non plus. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les étoiles géantes et supergéantes. Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, est une supergéante rouge. Si vous la placiez à la position de notre Soleil, elle engloutirait les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et atteindrait l'orbite de Jupiter. Mais Bételgeuse n'est même pas la plus grande étoile connue. UIC Scuti, Stevenson 2-18, et d'autres monstres stellaires sont encore plus vastes. Pour vous donner une comparaison, si notre Soleil était une balle de golf, UIC Scuti aurait la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Ces étoiles sont si grandes que la lumière met des heures pour voyager d'un côté à l'autre. La lumière est la chose la plus rapide de l'univers, mais des heures pour traverser une seule étoile. C'est une échelle qui commence à dépasser ce que notre cerveau peut naturellement appréhender. Les étoiles naissent dans des nébuleuses, ces vastes nuages de gaz et de poussière qui flottent dans l'espace interstellaire. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue dans l'épée d'Orion, est l'une de ces pouponnières stellaires, les piliers de la création. Cette image emblématique prise par le télescope Hubble dans la nébuleuse de l'Aigle montre des colonnes de gaz hautes de plusieurs années-lumière à l'intérieur desquelles de nouvelles étoiles sont en train de naître en ce moment même. La naissance d'une étoile est un processus lent et majestueux. Un nuage de gaz commence à s'effondrer sous sa propre gravité. Le gaz se comprime, se réchauffe. Au centre, la température et la pression augmentent. Quand le cœur atteint environ 10 millions de degrés, la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium s'amorce. Une étoile est née. Elle entre dans ce qu'on appelle la séquence principale, la phase adulte de sa vie, où elle passera la majeure partie de son existence. Pour une étoile, comme notre Soleil, cette phase dure environ 10 milliards d'années. Le Soleil en est actuellement à mi-chemin, avec environ 5 milliards d'années devant lui. Quand une étoile de la masse de notre Soleil épuise l'hydrogène dans son cœur, les choses changent drastiquement. Le cœur se contracte et se réchauffe, tandis que les couches extérieures se dilatent énormément. L'étoile gonfle, devenant une géante rouge. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge, et s'étendant au point d'engloutir Mercure et Vénus, et peut-être la Terre. Les océans s'évaporeront, l'atmosphère sera arrachée, notre planète deviendra un rocher calciné. Mais ce n'est pas encore la fin. La géante rouge expulse ses couches extérieures dans l'espace, créant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, un magnifique halo de gaz lumineux en expansion. Au centre, il reste le cœur nu de l'étoile, un objet incroyablement dense appelé naine blanche. Une cuillère à café de naine blanche pèse environ 15 tonnes. La naine blanche ne produit plus d'énergie par fusion. Elle brille simplement de sa chaleur résiduelle, refroidissant lentement au fil de milliards d'années. Éventuellement, dans un futur très lointain, elle deviendra une naine noire,
un objet totalement froid et sombre. Mais personne n'a jamais observé de naine noire. L'univers n'est tout simplement pas encore assez vieux pour qu'une seule naine blanche ait eu le temps de refroidir complètement. Mais les étoiles massives, celles qui pèsent plus de 8 fois la masse du Soleil, ont une fin bien plus spectaculaire. Quand une étoile massive épuise son hydrogène, elle commence à fusionner des éléments de plus en plus lourds dans son cœur. Hélium en carbone, carbone en oxygène, oxygène en silicium, silicium en fer. Et là, tout s'arrête. Le fer est la fin de la ligne. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle en absorbe. Le cœur de l'étoile, maintenant composé de fer, perd sa source d'énergie. En une fraction de seconde, la gravité l'emporte. Le cœur s'effondre sur lui-même à une vitesse qui peut atteindre 70 000 km par seconde, un quart de la vitesse de la lumière. Cet effondrement est si violent qu'il produit une onde de choc qui expulse les couches extérieures de l'étoile dans l'espace, dans une explosion cataclysmique. Une supernova. Pendant un bref instant, une seule supernova peut surpasser en luminosité une galaxie entière. Des centaines de milliards d'étoiles éclipsées par la mort d'une seule. L'énergie libérée en quelques secondes est supérieure à toute l'énergie que le Soleil produira dans l'ensemble de ces 10 milliards d'années d'existence. Et c'est dans cette violence inimaginable que sont forgés tous les éléments plus lourds que le fer, l'or de vos bijoux, l'argent, le platine, l'uranium, le calcium dans vos os, le fer dans votre sang. Tout cela a été créé dans l'explosion d'une étoile mourante. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un fait scientifique. Les atomes dans votre main droite viennent peut-être d'une étoile différente de ceux de votre main gauche. Vous êtes un assemblage de débris stellaires, un patchwork cosmique de mort et de renaissance. Les supernovas historiques ont marqué l'humanité. En 1054, des astronomes chinois et arabes ont observé une étoile nouvelle, si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant des semaines. Les restes de cette explosion sont aujourd'hui la nébuleuse du Crabe. En 1987, une supernova a été observée dans le Grand Nuage de Magellan, la première visible à l'œil nu depuis l'invention du télescope. Et Bételgeuse, cette supergéante rouge familière dans la constellation d'Orion, pourrait exploser en supernova bientôt en termes astronomiques. Peut-être dans 100 000 ans. Peut-être demain, quand elle explosera, elle sera visible en plein jour pendant des semaines et sera aussi brillante que la pleine lune la nuit. Ce sera le plus grand spectacle céleste de l'histoire humaine. Ce qui reste après une supernova pour les étoiles de 8 à 20 masses solaires environ est une étoile à neutrons. Imaginez un objet de la taille d'une ville, peut-être 20 km de diamètre, mais contenant 1 à 2 fois la masse de notre Soleil. La densité est inconcevable. Une cuillère à café d'étoiles à neutrons pèse 6 milliards de tonnes. 6 milliards de tonnes dans une cuillère à café. La matière est si comprimée que les protons et les électrons ont été forcés de fusionner en neutrons. C'est un objet fait entièrement de neutrons empaquetés les uns contre les autres. Certaines étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses hallucinantes, à jusqu'à 716 fois par seconde. 716 rotations par seconde. Un objet de la masse du Soleil, de la taille d'une ville, tournant plus vite qu'une lame de mixeur. Ces étoiles à neutrons en rotation rapide émettent des faisceaux de radiation depuis leur pôle magnétique.
Si l'un de ces faisceaux balaie la Terre à chaque rotation, nous observons un flash régulier, comme un phare cosmique. Ce sont les pulsars. Les champs magnétiques des étoiles à neutrons sont des milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. Et les magnétars, un type spécial d'étoiles à neutrons, possèdent les champs magnétiques les plus puissants de l'univers, des milliers de milliards de fois plus puissants que le champ terrestre. Un magnétar à mi-chemin entre la Terre et la Lune effacerait toutes les cartes de crédit sur Terre. Chez un magnétar un peu plus proche, vous tuerez. La distorsion de ces champs magnétiques perturberait la chimie même de vos atomes. Les étoiles à neutrons sont les objets les plus extrêmes de l'univers avant les trous noirs. Et quand deux étoiles à neutrons entrent en collision, fusionnant dans un événement cataclysmique appelé kilonova, elles libèrent des quantités extraordinaires d'éléments lourds. La plupart de l'or et du platine de l'univers vient probablement de ces collisions. En 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont détecté les ondes gravitationnelles d'une fusion d'étoiles à neutrons, et les télescopes du monde entier ont observé simultanément la kilonova résultante. C'était la première fois que nous observions un événement cosmique à la fois par la lumière et par les ondes gravitationnelles. Un moment historique pour l'astronomie. Et puis, il y a les trous noirs, la mort des étoiles les plus massives, celles de plus de 20 masses solaires environ. Quand ces monstres stellaires s'effondrent, même les neutrons ne peuvent pas résister à la force de la gravité. La matière est comprimée en un point de densité infinie, une singularité, entourée d'une limite invisible, appelée horizon des événements. L'horizon des événements est le point de non-retour. Passé cette limite, rien ne peut s'échapper. Pas la matière, pas la lumière, pas l'information. Rien. Un trou noir stellaire typique a une masse de 5 à 100 fois celle du Soleil, mais est comprimé dans un espace si petit que son horizon des événements pourrait avoir la taille d'une ville. Si vous tombiez dans un trou noir, vous subiriez un phénomène appelé spaghettification. Mais la différence de gravité entre vos pieds, plus proches du trou noir, et votre tête serait si grande que vous seriez étiré comme un spaghetti. Allongé, étiré, déchiré, molécule par molécule. Mais voici ce qui est encore plus étrange. Le temps lui-même se comporte différemment près d'un trou noir. En raison de la dilatation temporelle prédite par la relativité générale d'Einstein, le temps ralentit dans un champ gravitationnel intense. À l'horizon des événements, le temps s'arrête du point de vue d'un observateur extérieur. Si vous regardiez quelqu'un tomber dans un trou noir, vous ne le verriez jamais franchir l'horizon des événements. Vous le verriez ralentir, s'arrêter et rougir progressivement alors que la lumière qu'il émet est de plus en plus étirée par la gravité. Il resterait figé là, pour l'éternité, de votre point de vue. Mais de son point de vue, il franchirait l'horizon en un instant et serait rapidement déchiqueté. Le paradoxe de l'information des trous noirs est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique. Si un objet tombe dans un trou noir, l'information qui le décrit est-elle perdue à jamais? La mécanique quantique dit que l'information ne peut pas être détruite. La relativité générale semble dire qu'elle est perdue derrière l'horizon des événements. Ces deux théories sont les piliers de la physique moderne, et elles se contredisent ici. Stephen Hawking a montré que les trous noirs s'évaporent lentement en émettant ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Au fil de temps astronomiquement long, un trou noir peut perdre toute sa masse et disparaître.
Mais si le trou noir s'évapore, que devient l'information qu'il contenait? C'est une question qui a tourmenté les physiciens pendant des décennies et qui n'est toujours pas entièrement résolue. Un trou noir est un endroit où notre compréhension de l'univers s'effondre complètement. La relativité générale dit une chose, la mécanique quantique dit autre chose. Elles ne peuvent pas toutes les deux avoir raison. Et pourtant, les trous noirs existent. Ils sont réels. Nous avons même photographié l'ombre de l'un d'entre eux. Nous venons de passer des étoiles aux étoiles, à neutrons aux trous noirs. Et nous ne sommes même pas proches d'avoir terminé. L'univers devient tellement plus grand encore. Si vous appréciez ce voyage, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, cela aide vraiment la chaîne. Et je suis curieux, qu'est-ce qui vous a le plus soufflé jusqu'ici? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, zoomons encore. Qui vers la galaxie, la Voie lactée. Notre foyer galactique. Une spirale barrée de 100 000 à 180 000 années-lumière de diamètre, contenant entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et au moins autant de planètes, probablement beaucoup plus. L'âge de notre galaxie est d'environ 13,6 milliards d'années, presque aussi vieille que l'univers lui-même. Et voici quelque chose de contre-intuitif. Malgré son immensité, la Voie lactée est étonnamment plate. Son disque a une épaisseur de seulement 2000 années-lumière environ, pour un diamètre de 100 000 années-lumière ou plus. C'est comme un DVD cosmique. Si la Voie lactée avait la taille des États-Unis continentaux, notre système solaire serait plus petit qu'une tasse de café. Nous sommes minuscules, même à l'échelle de notre propre galaxie, et nous nous trouvons dans le bras d'Orion, aussi appelé éperon d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Le Soleil met entre 225 et 250 millions d'années pour compléter une orbite autour de la galaxie, ce qu'on appelle une année galactique. Depuis sa naissance, le Soleil a fait environ 20 fois le tour de la galaxie. La dernière fois que nous étions à ce point précis de notre orbite galactique, les dinosaures marchaient sur la Terre. L'ampleur du temps cosmique est aussi vertigineuse que l'ampleur de l'espace cosmique. Au cœur de notre galaxie se tapit un monstre. Sagittarius, A étoile, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. En 2022, le télescope Event Horizon a capturé la première image de l'ombre de ce trou noir, chez un cercle sombre, entouré d'un anneau de gaz brûlant. Des étoiles orbitent autour de lui à des vitesses insensées. L'étoile S2 se déplace à 3% de la vitesse de la lumière lors de son passage le plus proche. 3% de la vitesse de la lumière. Chaque grande galaxie semble avoir un trou noir supermassif en son centre. C'est presque une règle universelle. Mais le mystère persiste. Comment ces trous noirs supermassifs se sont-ils formés? Ils semblent trop gros, trop rapidement. Les trous noirs stellaires normaux ne pourraient pas avoir accumulé autant de masse dans le temps disponible. Il manque quelque chose dans notre compréhension. Peut-être des trous noirs de masse intermédiaire. Des graines de trous noirs formés directement dans l'univers primitif ou quelque chose de complètement nouveau. Donc la Voie lactée est un écosystème complexe. Ces bras spiraux ne sont pas des structures solides, mais des ondes de densité, des zones où le gaz et les étoiles se concentrent temporairement, déclenchant des vagues de formation stellaire. Des amas globulaires, d'anciennes sphères
contenant des centaines de milliers d'étoiles très vieilles, orbitent autour du centre galactique dans un halo sphérique. Certains de ces amas ont presque l'âge de l'univers lui-même. Mais ce qui est peut-être le plus déconcertant, c'est que la majeure partie de la masse de notre galaxie est invisible. La matière noire, cette substance mystérieuse qui n'interagit pas avec la lumière, constitue un halo gigantesque autour de la Voie lactée. Nous ne pouvons pas la voir, nous ne pouvons pas la toucher, nous ne pouvons pas la détecter directement. Nous ne savons même pas ce qu'elle est, mais nous savons qu'elle est là, parce que sans elle, les étoiles au bord de la galaxie tourneraient trop lentement. Il y a environ 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire dans l'univers. Les étoiles, les planètes, vous, moi, tout ce que nous pouvons voir ne représente qu'environ 5% de la matière de l'univers. Nous sommes la minorité cosmique. Nous sommes l'erreur d'arrondi. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède, les deux plus grandes galaxies de notre voisinage cosmique, se rapprochent l'une de l'autre à 110 km par seconde. Dans environ 4,5 milliards d'années, elles entreront en collision, ou plutôt, elles fusionneront. Car malgré les centaines de milliards d'étoiles dans chaque galaxie, les collisions stellaires directes seront extraordinairement rares. Les étoiles sont si petites et si éloignées les unes des autres que la plupart d'entre elles passeront simplement les unes à côté des autres sans jamais se toucher. C'est comme lancer l'une contre l'autre 2 essaims de mouches dans un hangar d'avion. L'espace entre les étoiles est si vaste que la plupart ne se croiseront même pas. Mais les nuages de gaz, eux, entreront en collision, déclenchant une explosion massive de formations stellaires. Le ciel nocturne de cette époque future sera spectaculaire, illuminé par des millions de nouvelles étoiles bleuâtres. La galaxie résultante, que certains scientifiques appellent Milkomeda, sera une galaxie elliptique géante. Notre adresse cosmique aura changé pour toujours. Non, la Voie lactée possède plus de 50 galaxies satellites connues, des petites galaxies qui orbitent autour d'elle. Les grands et petits nuages de Magellan, visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, en sont les plus célèbres. Et notre galaxie est activement en train de cannibaliser certaines de ces galaxies plus petites en ce moment même. Des courants stellaires, les fantômes de galaxies dévorées, serpentent autour de la Voie lactée, témoignage silencieux de ces festins gravitationnels cosmiques. Les galaxies se présentent sous différentes formes. Les galaxies spirales, comme la nôtre, avec leurs bras élégants tournoyant autour d'un noyau central. Les galaxies elliptiques, massives, anciennes, rougeâtres, contenant principalement des étoiles vieilles et peu de gaz pour former de nouvelles étoiles, comme les maisons de retraite de l'univers. Les galaxies irrégulières, chaotiques, souvent le résultat de fusion ou d'interactions gravitationnelles. Les galaxies lenticulaires, à mi-chemin entre spirales et elliptiques. Et les galaxies actives, dont les noyaux brillent d'une intensité extraordinaire, alimentés par des trous noirs, supermassifs en plein festin. Parmi les galaxies les plus extrêmes, IC 1101 est l'une des plus grandes connues, s'étendant sur environ 6 millions d'années-lumière de diamètre. 60 fois la taille de la Voie lactée. Si notre galaxie était un petit étang, IC 1101 serait un océan. Il existe aussi des galaxies ultra-diffuses, aussi grandes que la Voie lactée, mais contenant 99,99% d'étoiles en moins. Des galaxies fantômes, presque invisibles,
est composée principalement de matière noire avec juste une poignée d'étoiles éparpillées. Les galaxies à sursaut de formation stellaire produisent des étoiles à un rythme 100 à 1000 fois supérieur à la normale, brûlant leur gaz à une vitesse frénétique. Et GN-Z11, l'une des galaxies les plus lointaines jamais observées, nous apparaît telle qu'elle était il y a 13,4 milliards d'années, seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Quand nous regardons cette galaxie, nous regardons dans le passé le plus profond, presque à l'aube des temps. Les quasars sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Alimentés par des trous noirs supermassifs qui dévorent activement la matière environnante, un seul quasar peut surpasser en luminosité sa galaxie hôte entière, parfois par un facteur de 100. Ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. Certains sont si brillants qu'ils peuvent être vus depuis l'autre bout de l'univers observable. Les quasars représentent la jeunesse violente des galaxies. La plupart des galaxies sont probablement passées par une phase de quasar au cours de leur histoire, quand leur trou noir central se nourrissait frénétiquement de la matière abondante dans l'univers jeune. Les galaxies entrent en collision tout le temps en termes cosmiques. Les galaxies des antennes, les galaxies des souris, la galaxie de la roue de chariot sont toutes des exemples spectaculaires de fusion galactique en cours. Ces collisions déclenchent des vagues massives de formation stellaire et peuvent transformer radicalement la morphologie des galaxies impliquées. Au fil de milliards d'années, la formation hiérarchique fait que les petites galaxies fusionnent pour former des galaxies plus grandes, et les grandes galaxies fusionnent pour former des galaxies géantes. C'est une danse cosmique de gravité et de temps, une valse lente jouée sur des milliards d'années. Le champ profond de Hubble est peut-être la photographie la plus importante jamais prise par l'humanité. En 1995, les astronomes ont pointé le télescope spatial Hubble vers une parcelle de ciel apparemment vide. Un morceau de ciel de la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. Pendant 10 jours, le télescope a collecté chaque photon de lumière provenant de cette infime portion de ciel. Le résultat a changé notre compréhension de l'univers pour toujours. Dans ce minuscule carré de ciel apparemment vide, le télescope a révélé environ 10 000 galaxies. Pas 10 000 étoiles, 10 000 galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, chaque étoile potentiellement entourée de planètes. Et ce n'était qu'une portion infinitésimale du ciel total. Extrapoler ce résultat à l'ensemble de la voûte céleste et les estimations révisées suggèrent qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards. Chaque point de lumière dans cette image n'est pas une étoile, c'est une galaxie entière, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile potentiellement avec des planètes. Les nombres sont au-delà de la compréhension humaine. Le télescope spatial James Webb a depuis pris des images encore plus profondes, révélant des galaxies encore plus lointaines et plus anciennes, et nous rapprochant toujours plus de l'aube de l'univers. 2000 milliards de galaxies. Laissez cela pénétrer. Et chacune contient des milliards ou des centaines de milliards d'étoiles. Les nombres sont si grands qu'ils ont cessé de signifier quoi que ce soit pour nos cerveaux. Mais nous n'avons pas terminé. Oh non, nous devons zoomer encore plus, parce que les galaxies elles-mêmes sont organisées en structures si grandes qu'elles vous feront remettre
tout en question. Restez avec moi. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'univers. Elles sont organisées en structures de plus en plus grandes, comme les branches d'un arbre qui se connectent au tronc, qui se connectent aux racines. Le premier niveau d'organisation est le groupe de galaxies. Notre propre groupe, le groupe local, contient plus de 80 galaxies, dominées par la Voie lactée et Andromède, avec la galaxie du Triangle comme troisième membre principal. Le groupe local a un diamètre d'environ 10 millions d'années-lumière. Au-dessus des groupes viennent les amas de galaxies, contenant des centaines à des milliers de galaxies liées par la gravité. L'amas de la Vierge, à environ 54 millions d'années-lumière de nous, contient entre 1300 et 2000 galaxies. L'amas de Coma contient plus de 1000 galaxies. Et entre les galaxies de ces amas, il y a du gaz extrêmement chaud, le milieu intra-amas, à des températures de dizaines de millions de degrés. Ce gaz contient en fait plus de masse que toutes les galaxies de l'amas combiné. Ce que nous voyons, les galaxies elles-mêmes, n'est que la partie visible de l'iceberg. Et la matière noire invisible est le véritable architecte qui maintient ces structures ensemble. Les superamas sont des rassemblements de groupes et d'amas de galaxies. Notre superamas s'appelle l'Aniakea, du hawaïen pour ciel incommensurable. L'Aniakea contient environ 100 000 galaxies, s'étend sur environ 520 millions d'années-lumière et a une masse de 10 puissance 17 masses solaires. C'est notre adresse cosmique. Terre, système solaire, bras d'Orion, Voie lactée, groupe local, l'Aniakea. Le superamas de Shapley, l'une des concentrations de galaxies les plus massives de l'univers observable, se trouve au-delà. Mais voici un détail important et profondément troublant. Les superamas ne sont pas gravitationnellement liés. L'expansion de l'univers est en train de les démanteler, de les séparer lentement. Alors, avec suffisamment de temps, les galaxies de l'Aniakea seront dispersées si loin les unes des autres qu'elles ne seront plus reconnaissables comme faisant partie d'une structure commune. Les galaxies et les amas de galaxies sont disposés dans de vastes filaments, comme les fils d'une toile d'araignée tridimensionnelle. C'est la toile cosmique, la plus grande structure de l'univers. Le grand mur d'Hercule Couronne boréale est la plus grande structure connue, s'étendant sur environ 10 milliards d'années-lumière. C'est si grand que la lumière met 10 milliards d'années pour le traverser. Cette structure est si vaste qu'elle semble violer le principe cosmologique, l'idée que l'univers est uniforme et homogène aux plus grandes échelles. Le grand mur de Sloan mesure 1,37 milliard d'années-lumière de long. Le grand mur Boss est une autre structure colossale. Ces filaments se sont formés à partir de minuscules fluctuations quantiques dans l'univers primordial, des variations de densité à peine perceptibles qui, amplifiées par la gravité au cours de milliards d'années, ont donné naissance à la structure à grande échelle de l'univers que nous observons aujourd'hui. Mais les filaments ne sont qu'une partie de l'histoire. Entre eux se trouvent les vides cosmiques, les endroits les plus vides de l'existence. Le vide du Bouvier fait 330 millions d'années-lumière de diamètre et ne contient presque aucune galaxie. Si vous étiez au centre du vide du Bouvier, vous ne verriez rien. Pas de galaxie, pas de lumière. Une obscurité pure, terrifiante, dans toutes les directions. Vous ne sauriez même pas que d'autres galaxies existent. Vous pourriez penser que l'univers tout entier n'est que du vide. Le vide
OKBC est encore plus intrigant. Certaines études suggèrent que nous pourrions en fait être à l'intérieur d'un vide géant, ce qui pourrait expliquer certaines anomalies dans nos mesures de l'expansion de l'univers. Le point froid dans le fond diffus cosmologique, une zone anormalement froide du ciel, pourrait être causé par un supervide entre nous et le rayonnement fossile. La toile cosmique dans son ensemble est un spectacle stupéfiant. Les simulations informatiques comme Illustris, Eagle et la simulation du millénaire ont reconstruit cette structure et le résultat est extraordinaire. L'univers ressemble à un réseau neuronal. Il y a une similitude visuelle frappante entre la toile cosmique et les réseaux neuronaux du cerveau humain. Et les filaments de galaxies ressemblent aux connexions entre les neurones. Les nœuds où les filaments se croisent ressemblent au corps cellulaire des neurones. La plus grande structure de l'univers ressemble étrangement à l'organe même que vous utilisez pour la contempler. C'est une coïncidence qui donne le vertige. Ou peut-être pas une coïncidence. Peut-être que les lois fondamentales de la physique, la gravité, la dynamique des fluides, tendent naturellement à produire ce type de structures interconnectées, que ce soit à l'échelle du cosmos ou à l'échelle de votre cerveau. La matière noire forme le squelette de la toile cosmique. C'est elle qui a créé le cadre sur lequel la matière ordinaire s'est installée. Sans matière noire, les galaxies, les amas, les filaments, rien de tout cela n'existerait. Nous devons notre existence à une substance que nous ne pouvons même pas voir. Le grand attracteur est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie. C'est une anomalie gravitationnelle massive qui attire notre galaxie et des millions d'autres vers elle à des vitesses considérables. Il se trouve dans ce qu'on appelle la zone d'évitement, une région du ciel cachée derrière le plan de notre propre galaxie, là où la poussière et les étoiles de la Voie lactée nous empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Pendant des décennies, nous ne savions pas ce qui se trouvait là. Des observations en rayons X et en infrarouge ont révélé l'amas de Norma et, encore derrière, le superamas de Shapley. C'est la réponse la plus probable à la question du grand attracteur. Mais cette réponse soulève de nouvelles questions. Pourquoi une telle concentration de matière à cet endroit précis? Qu'est-ce qui a conduit à cette accumulation massive dans l'univers primitif? Les réponses sont encore incomplètes. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase, parce qu'elle contient un paradoxe apparent qui trouble beaucoup de gens. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Comment peut-il mesurer 93 milliards d'années-lumière de diamètre? La réponse est que l'espace lui-même est en expansion. La lumière que nous voyons des objets les plus lointains a été émise quand ces objets étaient beaucoup plus proches de nous. Mais pendant que cette lumière voyageait vers nous, l'espace entre nous et ces objets n'a cessé de s'étirer. Et ces objets sont maintenant beaucoup plus loin que la distance que la lumière a parcourue. C'est comme marcher sur un tapis roulant qui s'étire en même temps. Vous avez fait 100 pas, mais la distance que vous avez couverte est bien plus grande parce que le tapis lui-même s'est allongé. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies et environ 10 puissance 24 étoiles. 1 trillion de trillions d'étoiles. C'est plus que le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre, environ 10 fois plus. Le fond diffus cosmologique
Le CMB est la lumière la plus ancienne de l'univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, au moment où l'univers est passé d'un plasma opaque et brûlant à un gaz transparent. Avant ce moment, l'univers était si chaud et si dense que les photons ne pouvaient pas voyager librement. Ils étaient constamment absorbés et réémis par les particules environnantes. Mais quand la température a suffisamment baissé pour que les électrons se combinent avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre, les photons ont été libérés. Ils ont voyagé depuis pendant 13,8 milliards d'années dans toutes les directions. Le CMB baigne l'univers entier. Il est partout. Si vous pouviez voir dans le domaine des micro-ondes, le ciel tout entier brillerait de cette lumière primordiale. Les infimes variations de température dans le CMB, de l'ordre d'un 100 millième de degré, sont les empreintes des fluctuations quantiques qui existaient dans l'univers primitif. Ces minuscules variations de densité sont les graines qui, amplifiées par la gravité au cours de milliards d'années, sont devenues les galaxies, les amas, les filaments, les supercamas, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez le CMB et vous regardez votre propre origine. Ces légères ondulations sont devenues tout ce que vous avez jamais connu. Vous, vos proches, la Terre, le Soleil, les étoiles, tout vient de là. Au bord de l'univers observable, il n'y a pas de mur, pas de frontières. C'est simplement la limite au-delà de laquelle la lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. C'est un horizon cosmique, comme l'horizon terrestre. Vous savez qu'il y a quelque chose au-delà, même si vous ne pouvez pas le voir. Et au-delà de notre horizon cosmique, il y a presque certainement plus d'univers. Beaucoup plus. Mais nous ne pouvons pas le voir. Et en raison de l'expansion accélérée de l'univers, nous ne le verrons jamais. En fait, c'est encore pire que cela. Des galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui disparaîtront progressivement au-delà de notre horizon cosmique. Leur lumière sera tellement étirée par l'expansion qu'elle deviendra indétectable. Un jour, dans le futur très lointain, les astronomes d'une civilisation ne verront que les étoiles de leur propre galaxie locale fusionnées. Ils n'auront aucun moyen de savoir que d'autres galaxies existent. Ils penseront être seuls dans l'univers. L'évidence même de l'expansion cosmique aura disparu. L'univers effacera ses propres traces. L'univers complet, au-delà de ce que nous pouvons observer, pourrait être infiniment plus grand. Certaines estimations suggèrent qu'il est au moins 250 fois plus grand que l'univers observable. D'autres calculs, basés sur la cosmologie inflationnaire, suggèrent qu'il pourrait être 10 puissance 23 fois plus grand, ou littéralement infini. La phase d'inflation, cette expansion exponentielle, extraordinairement rapide, qui s'est produite dans la première fraction de seconde après le Big Bang, aurait étiré l'espace de manière si dramatique que l'univers total dépasse de loin notre capacité de mesure. Imaginez que vous êtes une fourmi sur un ballon de baudruche. Vous ne pouvez voir qu'une toute petite portion de la surface. C'est nous. Mais le ballon lui-même pourrait être de la taille de la Terre, ou du système solaire, ou de l'univers observable lui-même. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. La forme de l'univers est l'une des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Il y a 3 possibilités géométriques. L'univers pourrait être plat, comme une feuille de papier infinie. Il pourrait être ouvert, courbé
comme une selle, où il pourrait être fermé, courbé, comme la surface d'une sphère. Les observations actuelles, notamment les mesures du fond diffus cosmologique par les satellites WMAP et Planck, indiquent que l'univers est plat, avec une marge d'erreur de moins de 0,4%. Un univers plat est compatible avec un univers infini. Mais il y a aussi la question de la topologie. Même un univers plat pourrait se replier sur lui-même, comme un tore, de sorte que si vous voyagiez suffisamment loin dans une direction, vous reviendriez à votre point de départ. Comme dans un jeu de Pac-Man, où sortir par la droite de l'écran vous fait réapparaître à gauche. C'est une possibilité fascinante, mais nous n'avons aucune preuve directe pour ou contre. Et si notre univers n'était qu'un parmi une infinité? L'hypothèse du multivers existe en plusieurs versions. Le multivers de niveau 1 est presque certainement réel. Il consiste simplement en les régions de l'univers au-delà de notre horizon cosmique. Si l'univers est infini, alors il existe une infinité de régions, causalement déconnectées de la nôtre, chacune avec sa propre histoire, ses propres galaxies, ses propres planètes. Dans un univers infini, tout ce qui peut se produire se produit quelque part. Il existe une copie exacte de vous, lisant exactement ces mêmes mots, dans une galaxie incroyablement lointaine. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une conséquence mathématique directe d'un univers infini. Le multivers de niveau 2, issu de la cosmologie inflationnaire, suggère que notre univers n'est qu'une bulle dans un vaste océan d'inflation éternelle. D'autres bulles, d'autres univers, avec potentiellement des constantes physiques différentes, naissent en permanence. Dans certains de ces univers, les étoiles ne se forment jamais. Dans d'autres, la chimie est impossible. Dans d'autres encore, tout est exactement pareil, sauf que vous portez un t-shirt différent aujourd'hui. Le multivers de niveau 3 vient de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, où chaque mesure quantique fait bifurquer l'univers en toutes les issues possibles, toutes existant simultanément. Et le multivers de niveau 4, proposé par le physicien Max Tegmark, suggère que toute structure mathématique cohérente existe physiquement quelque part. Est-ce que tout cela est testable? C'est là que la frontière entre la physique et la philosophie devient floue. Pour l'instant, le multivers reste une hypothèse fascinante mais non vérifiée. Mais l'idée que nous pourrions être un univers parmi une infinité d'univers est l'une des pensées les plus vertigineuses que l'esprit humain ait jamais conçues. Nous avons voyagé des atomes au multivers, du plus petit au plus grand, mais il reste un sujet à aborder, et c'est peut-être le plus perturbant de tous. Que se passe-t-il à la fin? Quel est le destin de tout cela? Comment tout se termine? L'univers est en expansion. Cela a été découvert par Edwin Hubble dans les années 1920. En observant les galaxies lointaines, et il a remarqué que la lumière de ces galaxies était décalée vers le rouge, un phénomène causé par l'étirement de la lumière dû à l'expansion de l'espace. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous. Ce n'est pas que les galaxies se déplacent dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui s'étire. L'analogie classique est celle du pain au raisin qui lève au four. Les raisins sont les galaxies et la pâte qui gonfle est l'espace en expansion. Du point de vue de n'importe quel raisin, tous les autres semblent s'éloigner, et les plus éloignés s'éloignent le plus vite. Le taux d'expansion est décrit par la constante de Hubble,
actuellement estimé à environ 70 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance, 3,26 millions d'années-lumière, que les galaxies s'éloignent de nous 70 km par seconde plus vite. Mais il y a un problème. Différentes méthodes de mesure de la constante de Hubble donnent des valeurs légèrement différentes. C'est la tension de Hubble, l'un des plus grands mystères non résolus de la cosmologie moderne. Soit nos mesures contiennent des erreurs systématiques que nous n'avons pas encore identifiées, soit il manque quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'univers. En 1998, 2 équipes indépendantes de cosmologistes ont fait une découverte qui a choqué le monde scientifique. En observant des supernovas de type 1A dans des galaxies lointaines, ils ont découvert que l'expansion de l'univers n'est pas en train de ralentir, comme la gravité le voudrait. Elle accélère. L'univers s'étend de plus en plus vite, et quelque chose pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus rapidement. Ce quelque chose, nous l'avons appelé énergie noire, et elle constitue environ 68% de toute l'énergie de l'univers. 68% de tout ce qui existe est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, ne pouvons pas toucher, ne pouvons pas détecter directement et que nous ne comprenons pas. Laissez cela pénétrer. Plus des 2/3 de l'univers sont constitués d'un mystère absolu. Albert Einstein avait en fait prédit quelque chose de similaire avec sa constante cosmologique, un terme qu'il avait ajouté à ses équations de la relativité générale pour maintenir l'univers statique. Quand Hubble a découvert l'expansion, Einstein a retiré cette constante, la qualifiant de plus grande erreur de sa vie. Mais il s'avère que quelque chose de très similaire à la constante cosmologique existe réellement. La plus grande erreur d'Einstein s'est révélée être peut-être sa plus grande prédiction. Le scénario le plus probable pour la fin de l'univers est le Big Freeze, la mort thermique. L'univers continuera de s'étendre indéfiniment. Les étoiles s'éteindront une par une au fil de milliers de milliards d'années. D'abord, les étoiles massives et lumineuses qui brûlent le plus vite. Puis les étoiles moyennes, comme notre Soleil. Et enfin, les naines rouges, les dernières étoiles de l'univers, s'éteindront dans environ 100 000 milliards d'années. 100 000 milliards. C'est 7 000 fois l'âge actuel de l'univers. Quand la dernière naine rouge s'éteindra, l'univers plongera dans les ténèbres. Il n'y aura plus de lumière stellaire nulle part. Chez les naines blanches, refroidiront lentement pour devenir des naines noires, des objets parfaitement froids et invisibles dans un processus qui prendra peut-être 10 puissance 15 ans ou plus. Les trous noirs seront les derniers objets macroscopiques à subsister. Mais même eux ne sont pas éternels. Le rayonnement de Hawking, ce mécanisme quantique extrêmement lent par lequel les trous noirs perdent de la masse, finira par les consumer. Le dernier trou noir de l'univers s'évaporera dans environ 10 puissance 100 ans. Un googol d'années. C'est un suivi de 100 zéros d'années. Un nombre si grand qu'il est impossible à conceptualiser. Après cela, il ne restera que des particules subatomiques dispersées dans un espace de plus en plus vaste, à une température s'approchant du zéro absolu, l'entropie maximale, l'équilibre thermique parfait, et plus rien ne se passera, plus jamais. Pour l'éternité, l'univers ne finit pas dans une explosion, il finit dans un murmure, un silence froid et éternel. Le deuxième scénario est
le Big Rip, la grande déchirure. Si l'énergie noire se renforce au fil du temps, un type d'énergie noire appelé énergie fantôme, alors l'expansion de l'univers accélérera de manière de plus en plus dramatique. D'abord, les amas de galaxies seront démembrés, puis les galaxies elles-mêmes seront déchirées, puis les systèmes solaires, puis les planètes, puis les atomes. L'expansion de l'espace deviendra si violente que même la force nucléaire forte ne pourra pas maintenir les quarks ensemble. L'univers sera littéralement déchiré, de la plus grande structure à la plus petite particule. Et les estimations placent cet événement potentiel à environ 22 milliards d'années dans le futur. Dans le Big Rip, l'univers se déchire littéralement. Le tissu de l'espace s'étend si violemment que même les atomes sont pulvérisés. Le troisième scénario, moins probable au vu des données actuelles, est le Big Crunch, le grand écrasement. Si l'expansion ralentit et s'inverse, la gravité finira par l'emporter. Tout retombera sur tout. L'univers se contractera, les galaxies se rapprocheront, les étoiles fusionneront, la température augmentera et tout sera écrasé en une singularité, l'inverse du Big Bang. Cela pourrait-il déclencher un nouveau Big Bang? Le modèle cyclique, ou Big Bounce, le grand rebond, suggère exactement cela. L'univers pourrait respirer, s'étendant puis se contractant, encore et encore, et dans un cycle éternel d'expansion et de contraction. Chaque cycle crée un nouveau Big Bang, un nouvel univers, avec potentiellement des lois physiques différentes. Que se passe-t-il si notre Big Bang n'était que le dernier d'une série infinie? Si l'univers a toujours existé et existera toujours, dans un éternel cycle de mort et de renaissance. Le modèle cosmologique conforme cyclique de Roger Penrose propose quelque chose de similaire. Dans cette théorie, chaque cycle, ou éon, se termine dans un état de très basse densité qui ressemble mathématiquement au Big Bang de l'éon suivant. Penrose suggère même que des preuves de l'éon précédent pourraient être visibles dans le fond diffus cosmologique sous la forme de points de Hawking, des motifs circulaires anormaux. C'est controversé, mais fascinant. J'ai le modèle ekpyrotique, propose que notre univers est une membrane, ou brane, flottant dans un espace de dimension supérieure, et que les Big Bangs se produisent lorsque deux branes entrent en collision. C'est de la physique théorique à la frontière de ce que nous pouvons concevoir. Mais peut-être le scénario le plus terrifiant est celui du faux vide. La physique des particules suggère que le vide de notre univers pourrait ne pas être dans son état d'énergie le plus bas. Il pourrait être dans un état métastable, un faux vide, comme une balle posée dans un creux sur le flanc d'une montagne, plutôt que dans la vallée, en contrebas. Si un événement quantique déclenchait une transition vers le vrai vide, une bulle de vrai vide se formerait et s'étendrait à la vitesse de la lumière, détruisant tout sur son passage. Non, les lois de la physique seraient différentes à l'intérieur de cette bulle. Les atomes ne pourraient pas exister. La chimie serait impossible. La vie serait instantanément annihilée. Et vous ne verriez jamais cette bulle venir. Elle voyage à la vitesse de la lumière. Pas de signal d'avertissement. Pas de temps pour réagir. Il pourrait y avoir une bulle de destruction en expansion vers nous, en ce moment même, à la vitesse de la lumière. Et nous ne le saurions jamais jusqu'à ce qu'elle arrive. Si elle arrive. La chronologie du futur lointain de l'univers est une plongée dans des échelles de temps qui transcendent l'imagination. Maintenant, jusqu'à 5 milliards d'années, notre Soleil devient une géante rouge et engloutit les planètes intérieures.
de 5 à 100 milliards d'années. La formation stellaire ralentit considérablement dans la plupart des galaxies. 100 000 milliards d'années dans le futur, les dernières étoiles, les naines rouges, s'éteignent. 10 puissance 40 ans, si les protons se désintègrent, comme le prédisent certaines théories de grande unification, toute la matière baryonique ordinaire se dissoudra. Les naines blanches, les naines noires, les étoiles à neutrons, tout se désintégrera en leptons et photons. 10 puissance 60 à 10 puissance 68 ans, les trous noirs dominent l'univers. Ce sont les derniers objets macroscopiques. 10 puissance 100 ans, le dernier trou noir s'évapore par rayonnement de Hawking. Et au-delà, 10 puissance 76 ans, dans le futur le plus profond et le plus incompréhensible, des fluctuations quantiques aléatoires dans le vide pourraient, par pur hasard, assembler un cerveau complet et fonctionnel pendant un bref instant. Un cerveau de Boltzmann, une conscience éphémère apparaissant spontanément du néant, existant pour une fraction de seconde avant de se dissoudre. C'est une conséquence mathématique de l'éternité et de la mécanique quantique. Donnez suffisamment de temps au vide et il produira tout ce qui est possible, même la conscience. L'univers sera mort et sombre pendant incomparablement plus longtemps qu'il n'aura jamais été vivant. Pour chaque seconde de lumière et de chaleur, il y aura des éons d'obscurité et de froid. La vie est un flash minuscule entre deux éternités de néant. Faisons maintenant quelque chose d'extraordinaire. Rassemblons tout ce que nous avons appris et mettons-le en perspective avec les comparaisons les plus frappantes possibles. Si un atome avait la taille du système solaire, un quark serait à peu près de la taille d'une personne debout au centre. Si le Soleil était un grain de sable, la Voie lactée serait un désert. Si la Voie lactée avait la taille d'une assiette, l'univers observable serait une grande ville. Le nombre d'atomes dans l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. C'est un nombre si vaste qu'il est véritablement dépourvu de sens pour notre cerveau. Si vous comptiez un atome par seconde depuis le Big Bang, vous auriez compté moins de 10 puissance 18 atomes. Pas même une fraction, d'une fraction, d'une fraction, du total. Comprimons maintenant toute l'histoire de l'univers en une seule année. Le Big Bang se produit à minuit le 1er janvier. La Voie lactée se forme vers le 16 mars. Le système solaire se forme le 2 septembre. La première vie apparaît sur Terre le 21 septembre. La première vie multicellulaire n'apparaît que le 5 décembre. Les dinosaures apparaissent le 25 décembre. Les dinosaures disparaissent le 30 décembre. L'ensemble de l'histoire humaine, de l'invention de l'écriture à aujourd'hui, se déroule dans les 14 dernières secondes du 31 décembre. 14 secondes. Et votre vie entière. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivrez jamais, tout cela représente environ 0,2 secondes dans le calendrier cosmique. Un cinquième de seconde. Votre existence tout entière, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez jamais, est un cinquième de seconde dans le calendrier cosmique. Le voyage des puissances de 10 est peut-être la manière la plus frappante de visualiser l'étendue de la réalité. 10 puissance 0, 1 mètre, c'est l'échelle humaine. 10 puissance 7, c'est la Terre. 10 puissance 11, l'orbite terrestre. 10 puissance 13, le système solaire. 10 puissance 16, l'étoile la plus proche. 10 puissance 21, la Voie lactée. 10 puissance 23, les amas de galaxies.
10 puissance 26 l'univers observable. Dans l'autre direction, 10 puissance moins 10, c'est un atome. 10 puissance moins 15, le noyau atomique. 10 puissance moins 35, la longueur de Planck. Cela fait 61 ordres de grandeur entre la plus petite et la plus grande échelle connue. Et quelque part au milieu, exactement au milieu, il y a nous. Les êtres humains existent à l'échelle médiane de l'univers. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être simplement l'échelle à laquelle les processus physiques permettent la complexité nécessaire à la conscience. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus profond. Le principe anthropique soulève une question vertigineuse. Pourquoi les constantes fondamentales de l'univers, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, la force de la gravité, la force nucléaire forte, sont-elles réglées avec une précision si extraordinaire que la vie est possible? Si la force nucléaire forte était ne serait-ce que 2% plus faible, les noyaux atomiques ne tiendraient pas ensemble. Pas de chimie, pas de vie. Si la gravité était légèrement plus forte, les étoiles brûleraient trop vite. Si elle était plus faible, elle ne s'allumerait pas du tout. Si la constante cosmologique était un tout petit peu plus grande, l'univers se serait étendu si vite que les galaxies n'auraient jamais pu se former. L'univers semble finement ajusté pour la vie. Finement ajusté pour nous. L'univers est-il conçu pour nous? Ou sommes-nous simplement incroyablement, absurdement, cosmiquement chanceux? Le principe anthropique faible dit simplement que nous ne pouvons observer qu'un univers compatible avec notre existence. Si les constantes étaient différentes, nous ne serions pas là pour nous poser la question. Le principe anthropique fort va plus loin, suggérant que l'univers devait nécessairement produire la conscience à un moment donné. Et l'hypothèse du multivers offre une troisième voie. S'il existe une infinité d'univers avec des constantes différentes, il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans l'un des rares où la vie est possible. Aucune de ces réponses n'est entièrement satisfaisante. Le mystère demeure. Sommes-nous seuls dans cet univers immense? C'est peut-être la question la plus profonde que l'humanité ait jamais posée. L'équation de Drake tente d'estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie en multipliant ensemble une série de facteurs. Le taux de formation stellaire, la fraction d'étoiles avec des planètes, la fraction de planètes dans la zone habitable, la fraction de celle-ci qui développe la vie, la fraction qui développe la vie intelligente, la fraction qui développe une technologie détectable et la durée pendant laquelle ces civilisations sont détectables. Et le problème est que nous ne connaissons avec certitude que les premiers facteurs. Les derniers sont essentiellement des suppositions éduquées. Les estimations vont de 0, nous sommes seuls, à des millions. La galaxie grouille de vie. Le paradoxe de Fermi pose la question de manière plus pointue. Si la vie intelligente est commune dans l'univers, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune preuve de son existence? Où sont-ils tous? Il y a de nombreuses explications possibles. Le grand filtre suggère qu'il existe une barrière, quelque part dans l'évolution d'une civilisation, qui empêche presque toutes les civilisations de devenir interstellaires. La question terrifiante est de savoir si ce filtre est derrière nous ou devant nous. S'il est derrière nous comme l'apparition de la vie multicellulaire ou de l'intelligence, alors nous avons déjà franchi le pas le plus difficile. Nous sommes exceptionnels. Mais s'il est devant nous, cela signifie que quelque chose attend toutes les civilisations technologiques, quelque chose qui les détruit
avant qu'elle puisse coloniser les étoiles. L'hypothèse du zoo suggère que des civilisations extraterrestres avancées savent que nous existons mais choisissent de ne pas interférer, nous observant comme des animaux dans une réserve naturelle. La théorie de la forêt sombre, popularisée par le romancier chinois Liu Cixin, propose que l'univers est rempli de civilisations, mais qu'elles se cachent toutes les unes des autres. Le contact signifie la mort. La seule stratégie rationnelle est le silence. Et peut-être la réponse la plus simple est-elle la plus vertigineuse. Peut-être sommes-nous seuls. Peut-être que la vie est si extraordinairement rare, si improbable, que nous sommes la seule civilisation intelligente dans l'univers observable. La recherche continue. SETI écoute le ciel. Plus de 5000 exoplanètes ont été confirmées. Le télescope spatial James Webb analyse les atmosphères de planètes lointaines, cherchant des biosignatures, des traces chimiques qui ne pourraient être expliquées que par la vie. Trouver la vie ailleurs serait la plus grande découverte de l'histoire humaine. Découvrir que nous sommes seuls pourrait être encore plus profond.